Ma mère a éteint ma machine à oxygène pendant que je mourais de pneumonie, en m'appelant poubelle. Elle pensait que j'allais mourir, mais elle n'avait aucune idée que j'étais sur le point de devenir son pire cauchemar. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, peu importe où tu es. J'aimerais que tu partages dans les commentaires de quelle ville ou pays tu nous regardes, et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Le premier son dont je me souviens n'était pas le bip rythmique des moniteurs ni le murmure étouffé des infirmières dans le couloir. C'était le craquement dans ma propre poitrine, un son comme des feuilles sèches écrasées à chaque tentative désespérée de respirer. L'air dans la chambre de l'hôpital était stérile, froid, avec une odeur antiseptique qui me collait à la gorge, mais qui ne pouvait pas entrer dans mes poumons. Le feu que la pneumonie avait allumé en moi brûlait sans contrôle, et chaque bouffée d'oxygène que la machine à côté de moi me forçait à prendre me semblait comme avaler du verre brisé. J'avais 25 ans, mais je me sentais comme une petite fille effrayée, perdue dans une tempête dont je ne pouvais pas sortir. Je m'appelle Amalia, et dans ce lit je sentais que mon nom et toute mon existence étaient en train de disparaître. La porte de la chambre s'ouvrit avec un petit grincement, coupant le bourdonnement monotone de l'équipement médical. Je n'avais pas besoin de tourner la tête pour savoir qui c'était. Le son des talons de ma mère, Martha, frappant le sol en lino était inconfondable, comme le marteau d'un juge qui prononce une sentence. Puis l'odeur de son parfum cher, une fragrance florale si forte qu'elle semblait se moquer de l'air médical qui m'entourait. Ils entrèrent dans mon champ de vision, pas comme une famille inquiète, mais comme des inspecteurs qui examinent une propriété abîmée. Ma mère s'arrêta près de la fenêtre, les bras croisés, son visage une masque d'impatience. Ses yeux me parcoururent de haut en bas sans la moindre trace de compassion. C'était le même regard qu'elle me donnait quand j'étais enfant et que je renversais un verre de lait ou cassais une assiette. Déception, agacement. Encore là, hein, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quelqu'un d'autre. À côté d'elle, mon père Rogelio mit les mains dans les poches de son pantalon habillé, prenant une posture d'indifférence calculée. Son regard se posa sur la machine à oxygène. Ce bruit est insupportable, se plaignit-il en fronçant les sourcils. Tout ça est vraiment nécessaire? Ma sœur cadette, Brisa, resta près de la porte à jouer avec son téléphone. Elle portait une nouvelle robe, sûrement plus chère que mon premier mois de loyer. Elle leva les yeux une seconde, fit une grimace de dégoût en me voyant branché au tube et retourna aussitôt à son écran. Pour elle, je n'étais qu'un inconvénient, une pause ennuyeuse dans sa journée parfaitement arrangée pour Instagram. Je voulais dire quelque chose, demander un verre d'eau ou peut-être, au fond de mon cœur d'enfant, demander un câlin. Mais ma gorge était un désert. Seul un petit gémissement étranglé sortit de mes lèvres sèches. C'est alors que Martha s'approcha du lit, se pencha, et pendant un instant une étincelle absurde d'espoir s'alluma en moi. Elle allait m'arranger l'oreiller, me toucher le front, non. Son visage se rapprocha de celui de mon père, pensant que j'étais trop sous sédatif, trop faible pour entendre. Sa voix fut un chuchotement venimeux, un secret partagé dans la pénombre de ce qui pouvait être mon lit de mort. Ne gaspille pas d'oxygène pour cet inutile, souffla-t-elle, chaque mot un petit dard glacé. Il est temps qu'elle arrête d'être un poids. Le monde s'arrêta. Le bip des moniteurs devint un bruit lointain. Le feu dans mes poumons fut remplacé par un froid glacial qui s'étendit de ma poitrine jusqu'au bout de mes doigts. Ce n'était pas seulement le mépris dans sa voix, c'était la logique froide et calculée derrière ses mots. Pour elle, je n'étais pas sa fille qui se battait pour sa vie. J'étais un mauvais investissement, une ressource gaspillée, un fardeau. Mon père ne répondit pas avec des mots, il hocha simplement la tête lentement, une petite inclinaison qui scellait mon destin dans son esprit. Il regarda la machine puis moi, et dans ses yeux je ne vis ni tristesse ni conflit. Je vis du soulagement, la possibilité d'un problème en moins. Je fermai les yeux, mais je ne pouvais pas fuir la vérité. Les murs blancs de l'hôpital étaient devenus les murs d'une tombe, et les personnes censées me protéger étaient celles qui étaient en train de creuser. À ce moment-là, au milieu de la douleur et de l'asphyxie, quelque chose se brisa en moi. Ce n'était pas mon corps. C'était le dernier fil mince d'espoir auquel je m'étais accroché toute ma vie, l'espoir qu'un jour il m'aimerait. Et à sa place, dans le vide qu'il laissa, quelque chose de nouveau et de dur commença à pousser. Pendant que je restais allongé dans ce lit d'hôpital, la mémoire, traîtresse et en même temps salvatrice, m'arracha du présent et m'amena au seul endroit où je m'étais déjà senti en sécurité, la maison de ma grand-mère aînée. Ce n'était pas un manoir, ni même une grande maison. C'était une petite construction en briques avec un jardin devant,
toujours plein de fleurs sauvages et d'herbes aromatiques. Pour le monde, c'était une maison modeste dans un quartier tranquille. Pour moi, c'était un sanctuaire. Le souvenir le plus vif était l'odeur. La maison de ma grand-mère sentait la cannelle et l'anis des biscuits qu'elle faisait presque tous les jours, la terre humide du jardin après avoir arrosé, et l'odeur douce et poussiéreuse des vieux livres qui remplissaient ses étagères. C'était une odeur qui voulait dire sécurité, un parfum qui m'enveloppait comme son étreinte chaude et réconfortante. Ma grand-mère aînée était une petite femme avec des mains étonnamment fortes, des mains capables de pétrir le pain, désherber le jardin et tenir les miennes avec une fermeté qui manquerait dans le monde. Elle fut la première à voir au-delà de ma timidité et de ma nature silencieuse. Pendant que mes parents voyaient de l'entêtement, elle voyait de la réflexion. Pendant qu'ils voyaient de la maladresse, elle voyait une artiste en devenir. Je me souviens d'un après-midi d'été, j'avais environ 8 ans. J'avais passé des heures dans le jardin à essayer de dessiner le colibri qui venait visiter ses bougainvillées. Le résultat fut une tache de couleur vive qui ressemblait à peine à un oiseau. Quand je l'ai montré à ma mère ce soir-là, elle leva à peine les yeux de son magazine. « C'est joli, Amalia », dit-elle avec ce ton distrait qu'elle utilisait pour me renvoyer. « Maintenant va te laver les mains pour dîner. » Je me suis sentie petite, invisible. Plus tard je le montrai à ma grand-mère. Elle mit ses lunettes, prit le dessin avec ses 2 mains comme si c'était un trésor et l'étudia attentivement. Ses yeux, derrière les verres épais, brillèrent. « Ma fille, dit-elle, sa voix douce mais pleine de conviction, tu as un don. Tu vois des couleurs que les autres ne voient pas. » Cette nuit-là, elle m'offrit ma première boîte d'aquarelle professionnelle. Ce n'étaient pas les crayons bon marché de l'école, mais des pigments riches et brillants dans de petits tubes en métal. En me les donnant, ses doigts noueux se posèrent sur les miens. « Ne laisse jamais personne te dire que ton cœur est trop grand ou que tu ressens trop, » me murmura-t-elle comme si elle me confiait un secret sacré. « Le monde a besoin de cœurs comme le tien, ma fille. Ce sont eux qui peignent la beauté. » Cette boîte d'aquarelle devint mon refuge. Pendant que Brisa recevait des poupées et des robes neuves, moi je recevais des carnets de dessin et des pinceaux de ma grand-mère. Pendant que mes parents emmenaient Brisa à des cours de danse et à des fêtes, ma grand-mère m'emmenait dans des musées et des marchés d'artisanat, m'apprenant à observer la lumière, l'ombre et la texture dans tout ce qui nous entourait. Mais cette bulle d'amour et d'acceptation se brisait toujours quand je retournais dans ma propre maison. Le contraste était brutal. Je me souviens d'un dîner de famille. J'avais environ 14 ans. J'avais gagné un petit concours d'art local. J'étais rempli de fierté. J'ai apporté le diplôme et le dessin gagnant à table. Ma grand-mère applaudit avec une joie sincère. Tonton Mathéo, son frère cadet, me félicita avec une tape dans le dos. Brisa leva les yeux au ciel. « C'est juste un dessin », se plaignit-elle. « Moi j'ai gagné la première place dans la compétition de Pom Pom Girls et ça c'est difficile. » Mon père, Rogelio, ne regarda même pas le diplôme. Il était occupé à se resservir du vin. « Amalia, dit-il avec un ton agacé à peine caché, arrête de jouer avec ces choses et concentre-toi sur les maths. L'art ne paie pas les factures. » Puis il prit mon dessin, une aquarelle d'un paysage que j'avais mis des semaines à perfectionner, et sans même le regarder il l'utilisa comme dessous de verre pour son verre de vin, laissant un cercle rouge et humide au milieu. J'ai senti comme si on m'avait giflé. J'ai regardé ma mère pour chercher de l'aide, un peu de défense. Elle haussa simplement les épaules. « Ton père a raison, ma chérie, c'est pour ton bien. » À ce moment-là, j'ai vu la dynamique de ma famille avec une clarté douloureuse. J'étais la note fausse dans leur symphonie de perfection superficielle. Brisa était l'étoile brillante, celle qui collectionnait les trophées et les applaudissements. J'étais l'ombre, la rêveuse silencieuse, dont les réussites étaient, au mieux, ignorées, au pire, méprisées. La maison de ma grand-mère était mon seul refuge. C'était l'endroit où je n'avais pas à m'excuser d'être moi-même. C'était le seul sol solide sous mes pieds. C'est pour ça, quand elle est morte, j'ai senti que je n'avais pas seulement perdu la seule personne qui m'aimait vraiment, mais que j'avais perdu ma maison, mon ancre, mon monde entier. Et pendant que le froid de la chambre d'hôpital me glaçait les os, j'ai compris que la cruauté de mes parents n'était pas nouvelle. Simplement, maintenant ils n'avaient plus ma grand-mère pour les arrêter. Après l'hôpital, le monde me semblait à la fois trop grand et terriblement petit. On m'a donné mon congé avec une liste de médicaments, un avertissement sur la fragilité de mes poumons et une tape condescendante sur l'épaule. Mes parents ne sont pas venus me chercher. J'ai signé les papiers avec une main qui tremblait encore et je suis sorti à la lumière du soleil,
qui me parut étrangement agressive. Un taxi m'a ramené dans mon petit appartement de location, un espace au 2e étage d'un vieil immeuble avec des murs si fins que je pouvais entendre les disputes de mes voisins. C'était mon espace, oui, mais il ressemblait plus à une cellule d'exil auto-imposée. Dans les mois qui ont suivi, j'ai vécu comme un fantôme. Le traumatisme de l'hôpital n'était pas seulement physique, c'était un écho constant dans mon esprit. Parfois, au milieu de la nuit, je me réveillais en haletant avec la sensation fantôme que l'air s'échappait de moi, avec le murmure de ma mère résonnant dans mes oreilles, fardeau inutile. Pour survivre, je me suis accroché à la seule chose qui avait toujours été à moi, mon travail. J'étais graphiste freelance. Ce n'était pas un travail glamour dans une grande agence, comme mes parents l'auraient voulu pour pouvoir frimer à leur dîner mondain. Je travaillais depuis une petite table coincée dans le coin de mon salon avec un ordinateur portable et une tablette de dessin. Mes clients étaient de petites entreprises, des entrepreneurs, des gens qui avaient besoin d'un logo, d'un site web, d'un dépliant. Ils ne payaient pas beaucoup, mais ils payaient. Et ce qui était le plus important, ils valorisaient mon travail. Je me souviens avoir terminé un projet particulièrement compliqué pour une boulangerie artisanale. La propriétaire, une femme âgée appelée Elena, fut ravie du design. Elle m'envoya un email que j'ai lu encore et encore. Amalia, tu as capturé l'essence de mon commerce. C'est beau, chaleureux et professionnel. Merci. Tu es incroyablement talentueuse. J'ai tenu le téléphone avec le mail ouvert, sentant une chaleur qui ne venait pas du chauffage. Pendant un instant, la joie fut si pure que j'ai voulu la partager. J'ai composé le numéro de ma mère. Le téléphone a sonné 1, 2, 3 fois. Mon pouce flottait au-dessus du bouton pour raccrocher. Que pourrais-je dire à maman? Une dame a aimé mon petit dessin? Je pouvais déjà entendre sa réponse avant qu'elle ne la prononce, sa voix avec ce faux intérêt qui était pire que le mépris direct. Dessinette. Et avec ça, tu comptes vivre? Brisa vient d'avoir une promotion dans le cabinet d'avocat. Ça c'est un vrai travail. Tu devrais apprendre de ta sœur. J'ai effacé le numéro. La petite flamme de joie s'éteignit, laissant une fumée amère. J'ai appris à avaler mes succès, à les garder secrets comme si c'était des choses honteuses. Ils étaient à moi et seulement à moi, un jardin secret que je cultivais dans la solitude de mon appartement, à l'abri du gel de leur mépris. Ma relation avec eux était devenue un monologue de leur réussite et de mes échecs supposés. Ils m'appelaient une fois par semaine, non pas pour demander comment j'allais, mais pour informer. Rogelio avait conclu une grosse affaire. Martha avait organisé un gala caritatif réussi. Brisa partait en vacances à Cancun avec son copain avocat. Et puis venait la question inévitable, pleine de jugement. Et toi, Amalia? Tu es toujours enfermée dans cet appartement. Chaque appel était comme du sel versé sur une blessure qui ne guérissait jamais. Il me faisait me sentir bloqué, pathétique. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, ce qu'ils ne se sont jamais donné la peine de voir, c'est que chaque petit projet que je terminais, chaque facture que je payais, chaque jour que je survivais par moi-même, était un acte de rébellion silencieuse. Pendant que mesurait le succès avec des promotions et des vacances exotiques, moi je le mesurais avec mon indépendance grandissante. Le point le plus bas arriva le jour de mon anniversaire. J'avais 26 ans. J'ai attendu toute la journée un appel. Je n'attendais pas un cadeau ni une fête, juste un simple, joyeux anniversaire. Le téléphone resta silencieux. Le soir, je suis allé sur Facebook, une habitude masochiste que je ne pouvais pas éviter. Et là, il y avait un album photo complet, mis en ligne par Brisa, célébrant la nouvelle voiture de papa. Il y avait des photos de toute la famille, oncles, cousins, tous réunis dans le jardin de la maison de mes parents, souriant autour d'une berline de luxe avec un énorme nœud rouge. Il y avait un gâteau, des ballons, du champagne. Ils faisaient une fête. Simplement, ils ne la faisaient pas pour moi. Je me suis laissé tomber sur mon canapé, le poids de 2 décennies d'invisibilité écrasant mes épaules. Ce n'était pas seulement qu'ils avaient oublié mon anniversaire. C'était la facilité avec laquelle ils l'avaient fait. Mon existence était tellement insignifiante pour eux qu'elle ne figurait même pas sur leur calendrier. J'étais l'espace vide dans la photo de famille, la chaise inoccupée à la table de fête. Je n'étais pas une fille, j'étais une pensée tardive, un fil oublié, j'étais un fardeau. Et ce jour-là, j'ai compris que pour eux, mon absence n'était pas une perte, mais une simplification. Et cette compréhension, plus douloureuse que n'importe quel mot,
fut celle qui commença enfin à éteindre l'amour que, malgré tout, je ressentais encore pour eux. Ma grand-mère aînée est morte un mardi d'automne. J'ai reçu l'appel de mon oncle Matteo, son frère. Sa voix, habituellement si joyeuse, était brisée. Là elle est partie, ma fille. Elle est partie en paix pendant son sommeil. J'ai raccroché le téléphone et le silence dans mon appartement devint assourdissant. J'ai senti comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds et que je tombais dans un gouffre sans fin. La seule lumière dans l'univers de ma famille s'était éteinte. Les funérailles furent une mascarade de douleur. Mes parents, Rogelio et Martha, reçurent les condoléances avec des visages attristés, jouant parfaitement le rôle d'enfant dévoué. Martha alla même jusqu'à essuyer une larme imaginaire avec un mouchoir en soie. Brisa, à côté de moi, soupirait bruyamment, plus préoccupée par l'effet de son mascara coulant sur ses photos de deuil que par la femme que nous venions de perdre. Moi, je ne pouvais pas pleurer. J'étais paralysé. Un nœud de glace dans ma gorge m'empêchait de respirer. J'observais la scène comme si c'était un film étranger. Je voyais mes parents recevoir des accolades. J'entendais des murmures, quelle perte terrible. Et je sentais une nausée grandissante. Je savais que leurs larmes étaient aussi fausses que leurs sourires. La vraie pièce de théâtre commença après. Ce même soir, la famille se réunit chez mes parents. C'était censé être pour se souvenir de mamie, mais rapidement ça devint un conseil de guerre sur ses biens. J'étais assise dans un coin du salon, invisible comme toujours, pendant qu'ils parlaient dans la cuisine. Les voix m'arrivaient, tranchantes et claires. La maison a une très bonne situation, dit mon père, sa voix basse et conspiratrice. Avec une petite rénovation, on pourrait la vendre pour une fortune. Rénovation, intervint Brisa, son ton aigu et capricieux. Papa, j'ai toujours voulu cette maison. On pourrait casser ce mur, mettre une piscine dans le jardin. Ce serait parfait pour mes fêtes. Ne sois pas ridicule, Brisa, répliqua ma mère. Cette maison est un investissement, pas ton club privé. Ce qui est important, c'est d'agir vite. Il faut régler les papiers, voir ce que dit le testament. On ne peut pas laisser traîner. Pas un seul mot sur mamie, pas un souvenir affectueux, pas une anecdote partagée. Il parlait seulement de sa maison, de ses affaires, de son argent. La femme qui leur avait donné la vie, qui les avait élevés, qui m'avait protégé, avait été réduite à un actif immobilier. Son héritage était un prix de vente. Je me suis levé et je suis sorti de la maison sans que personne ne remarque mon absence. J'ai marché sans but dans les rues froides, le vent me coupant le visage. Les mots que j'avais entendus dans la cuisine se répétaient dans ma tête comme un écho macabre. Ce n'était pas seulement leur avidité qui m'horrifiait, c'était la profanation. Elle dansait sur sa tombe avant même que la terre ne se soit posée. Dans les semaines suivantes, leur avidité devint encore plus effrontée. Ils me mettaient la pression tout le temps. Tu as parlé avec l'avocat? Tu sais quand le testament sera lu? Ta grand-mère t'aimait beaucoup. Elle t'a sûrement mentionné pour quelque chose. Leur question n'était pas de l'intérêt pour moi, mais une façon de m'utiliser comme outil pour obtenir des informations. Un après-midi, ma mère m'a appelé. Amalia, ma chérie, commença-t-elle avec une douceur écœurante qui annonçait toujours une demande. On pensait, cette maison est très grande pour toi seule. Elle est vieille, elle a besoin de beaucoup de réparations. Ce serait un énorme fardeau. Le mieux pour tout le monde, ce serait que tu nous laisses gérer ça. Pour ton bien. Bien sûr. Pour mon bien, répétai-je, avec un goût de cendre dans la bouche. Exactement. Ton père et moi, on s'occupera de tout. Tu n'auras à te soucier de rien. J'ai raccroché. La manipulation était si maladroite, si transparente. L'image d'eux dans la cuisine, se partageant le butin, revint avec une clarté coupante. Et pour la première fois, la profonde tristesse que je ressentais pour la perte de ma grand-mère commença à se mêler à une autre émotion, une colère froide et tranchante. Il ne voulait pas seulement la maison de ma grand-mère, il voulait effacer sa mémoire, effacer le seul endroit où j'avais été aimé et accepté. Il voulait démolir mon sanctuaire et construire sur ses ruines un monument à leur propre avarice. Et pendant que la glace dans ma poitrine se solidifiait, une certitude s'est formée. Je ne le leur permettrai pas. Protéger la maison de ma grand-mère n'était plus seulement une question d'héritage, c'était une question d'honneur. C'était la dernière bataille que je pouvais mener pour elle et pour moi. De retour dans la dure réalité de la chambre d'hôpital,
le souvenir de la cupidité de ma famille ressemblait à un présage. Les pièces s'emboîtaient avec une logique terrifiante. La maison de grand-mère. Le testament encore non lu officiellement. Ma maladie soudaine et grave. Et maintenant leur chuchotement à propos de l'oxygène. Ce n'était pas seulement du mépris, c'était une stratégie. La nuit tomba sur l'hôpital, teintant les murs blancs d'un gris sombre. Les lumières du couloir furent baissées. L'agitation de la journée laissa place à un silence lourd, seulement brisé par un appel d'interphone de temps en temps ou le grincement des roues d'un chariot. C'était l'heure du changement d'équipe, ce moment vulnérable où la vigilance se relâche et où l'attention se divise. Et comme des prédateurs qui connaissent le moment exact pour attaquer, ils revinrent. Cette fois, ils entrèrent avec un calme inquiétant. Ma mère tenait un petit panier de fruits, une mise en scène de prévenance presque comique. Elle le posa sur la table de nuit sans me regarder. Brisa ne vint pas. Tant mieux. On est venu voir comment tu allais, dit mon père, d'une voix faussement joviale. Il se plaça de l'autre côté du lit, observant les moniteurs avec un intérêt qu'il n'avait pas montré plus tôt. Qu'est-ce que ces chiffres veulent dire? Tu n'as pas à t'inquiéter de ça, Rogelio, intervint ma mère. Elle se dirigea vite vers le couloir, passant la tête par la porte. Je vis une jeune infirmière, probablement une interne, passer avec une pile de dossiers. Excusez-moi, mademoiselle, appela Martha, sa voix prenant un ton d'urgence contrôlé. Je crois qu'il y a une erreur dans la facture qu'on nous a donnée en bas. Pourriez-vous m'aider à comprendre? Il semble que ce soit un tarif excessif pour... Pendant que ma mère, avec l'habileté d'une actrice confirmée, éloignait la seule infirmière du service avec un faux problème de facture, l'attention de mon père se concentra sur moi, ou plutôt sur la machine à côté de moi. Il bougea avec une détermination qui me glaça le sang. Ce n'était pas un geste impulsif, c'était un acte prémédité. Ses yeux croisèrent les miens une seconde et j'y vis une froideur que je n'avais jamais vue. Il n'y avait pas de colère, même pas de haine. Il y avait une résolution tranquille, la même qu'on a en écrasant un insecte gênant. Ses doigts, épaissis par les bagues en or, se refermèrent sur la valve du débit d'oxygène. Mes yeux s'ouvrirent grands. J'ai essayé de lever une main, de faire un son, mais mes muscles ne répondaient pas. J'étais prisonnière de mon propre corps, spectatrice terrifiée de ma propre exécution. D'un geste doux et presque imperceptible, il tourna la valve. Il ne la ferma pas complètement. Non, ça aurait été trop visible. Il la réduisit simplement, juste assez pour que le changement ne soit pas évident à l'œil nu, mais dévastateur pour mes poumons déjà atteints. Le sifflement constant de l'oxygène s'affaiblit, devenant un souffle presque inaudible. Il s'écarta de la machine juste au moment où ma mère revenait, remerciant à profusion l'infirmière confuse. Merci, c'est très aimable. J'ai compris maintenant. Elle revint près du lit, son regard glissant sur moi pour se fixer sur son mari. Il lui fit un léger signe de tête, presque invisible. Mission accomplie. L'effet fut presque immédiat. La sensation fut celle d'un plongeur à qui on coupe le tuyau d'air. Une pression immense s'accumula dans ma poitrine. Mes poumons, qui déjà luttaient pour chaque molécule d'oxygène, perdaient maintenant la bataille. Une panique animale, primitive, me submergea. Mon corps commença à convulser légèrement. Mes doigts se crispèrent sur les draps. Le brouillard dans mon cerveau s'épaissit. On dirait quel empire, observa ma mère, sa voix chef-d'œuvre de fausse inquiétude. Peut-être qu'on devrait appeler quelqu'un. Mais ils ne bougèrent pas. Ils restèrent là, debout, regardant, attendant. Je vis un sourire furtif, presque un tressaillement, au coin des lèvres de ma mère. C'était un sourire de triomphe. C'est le moniteur qui m'a sauvé. La machine, indifférente à la cruauté humaine, ne faisait que lire les chiffres, et mes chiffres chutaient en piqué. La saturation en oxygène s'effondra. La ligne verte de mon rythme cardiaque commença à s'affoler avant de devenir irrégulière. Et alors l'alarme, un bip aigu, perçant, qui déchira le silence de la nuit. Le son sembla les sortir de leur transe. La panique sur leur visage était maintenant réelle, mais ce n'était pas pour moi, c'était la peur d'être découvert. Des pas pressés résonnèrent dans le couloir. L'interne, suivi d'un médecin réside, entra en trombe dans la chambre. « Que s'est-il passé » cria le médecin en courant vers mon lit. « Je ne sais pas » dit mon père en levant les mains dans un geste d'innocence. On était assis ici et soudain. Le médecin ne lui prêta aucune attention.
Ses yeux exercés virent immédiatement le problème. Le débit est trop bas. Augmentez-le, mettez-le au maximum. Pendant que l'infirmière ajustait la valve, remplissant à nouveau mes poumons de l'air qui me sauvait la vie, le médecin les regarda. « Quelqu'un a touché à cette machine ?» « Bien sûr que non, » répondit ma mère, offensée. « Comment osez-vous » Mais leurs yeux, leur visage pâle les trahissaient, et moi, même si je ne pouvais pas parler, je les regardais, et mon regard disait tout, j'en suis sûr. Pendant qu'ils me stabilisaient, je les entendis se faire raccompagner hors de la chambre, leurs protestations couvertes par la voix ferme du personnel de sécurité. Je ne les reverrai plus à l'hôpital, mais l'image de la main de mon père sur cette valve et le sourire de ma mère resteraient gravés au fer rouge dans ma mémoire. Ils n'étaient plus simplement des parents négligents, c'étaient mes bourreaux, et je venais de survivre à ma propre exécution. Le monde me revint par fragments. D'abord, le son régulier du moniteur, maintenant un murmure rassurant au lieu d'une alarme stridente. Puis la sensation des draps propres et le poids d'une main chaude et calleuse sur la mienne. J'ouvris les yeux lentement. La lumière du matin passait par la fenêtre, et la silhouette assise à mes côtés n'était pas celle de mes parents, c'était mon oncle Matteo. Son visage, d'ordinaire marqué par des rides de rire, était tendu par l'inquiétude et une colère à peine contenue. Il avait les yeux rouges, comme s'il n'avait pas dormi. Quand il vit que j'étais réveillé, une vague de soulagement adoucit ses traits. Amalia, ma fille, sa voix était un murmure rauque. « Tu nous as fait une peur terrible. » Je serrai faiblement sa main. Je ne pouvais pas encore parler, mais mes yeux ont dû poser la question qui me brûlait à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme s'il lisait dans mes pensées, sa mâchoire se crispa. On les a mis dehors. L'hôpital leur a interdit l'entrée. Le médecin a soupçonné quelque chose et, moi, je leur ai dit ce que je soupçonnais. À propos de la maison, de leur précipitation. Ils n'ont rien pu prouver, bien sûr. Eux ont juré que c'était un accident, une panne de l'appareil, mais on connaît la vérité, pas vrai ? J'ai hoché la tête et une larme solitaire a glissé de mon front jusque dans mes cheveux. Ce n'était pas une larme de tristesse, c'était de la rage impuissante, une validation terrifiante. Je n'étais pas devenue folle, je ne l'avais pas imaginé. Tonton Matteo se leva et s'approcha avec un gobelet en plastique qui contenait un liquide épais et tiède. Je t'ai apporté un peu d'atoll, comme celui que te faisait ta grand-mère. Il m'aidait à me redresser un peu et a tenu le verre pour que je puisse siroter. Le goût doux et familier de la cannelle et de la pâte de maïs m'a réconforté d'une manière qu'aucun médicament ne pouvait faire. C'était un goût de maison, de sécurité, d'inné. Après quelques gorgées, je me suis recouché, épuisé. Mon oncle s'assit de nouveau, son regard perdu par la fenêtre un moment avant de revenir vers moi. « Ta grand-mère le savait, » dit-il à voix basse, presque pour lui-même. Elle savait de quoi ils étaient capables. Elle l'a toujours su. Je le regardais, confuse. Elle n'était pas bête, Amalia. Elle voyait comment il te traitait, comment il te mettait de côté. Ça lui brisait le cœur. Ces dernières années, après qu'on lui ait diagnostiqué sa maladie, elle s'est beaucoup inquiétée pour toi. Elle avait peur de ce qu'il ferait quand elle ne serait plus là pour te protéger. Il fit une pause pour reprendre son souffle. C'est pour ça qu'elle a fait des préparatifs. Elle a laissé les choses arrangées d'une manière très particulière. Une étincelle de curiosité traversa la brume de mon épuisement. Des préparatifs ? Je ne peux pas t'en dire plus maintenant. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, dit-il en secouant la tête. Ce que tu dois faire maintenant, c'est te concentrer sur ta guérison. Tu dois être forte, Amalia, plus forte que tu ne l'as jamais été. Pour elle et pour toi. Ces mots s'ancrèrent en moi. Tu dois être forte. Toute ma vie, on m'avait appelé faible, sensible, inutile. J'avais fini par le croire. Je m'étais rapetissé pour rentrer dans la petite boîte où il m'avait enfermé. Mais couché dans ce lit, ayant survécu non seulement à une maladie mortelle mais aussi à une tentative de meurtre par mon propre sang, je sentis que quelque chose en moi se durcissait, se cristallisait. Les larmes qui avaient menacé de couler séchèrent. L'apitoiement qui m'avait noyé pendant des années commença à reculer, remplacé par une résolution froide comme l'acier. Je regardais mon oncle, le seul allié qu'il me restait dans le monde, le seul fragment de la bonté de ma grand-mère encore à ma portée. Et dans le silence de cette chambre d'hôpital, tandis que le soleil du matin montait dans le ciel, je fis une promesse. Je la fis à ma grand-mère, à mon oncle, et surtout à moi-même.
Je ne me laisserai pas mourir, je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Je survivrai. Et quand je sortirai de cet endroit, je ne serai plus jamais la victime. Je cesserai de me cacher, de m'excuser d'exister. J'utiliserai la force que ma grand-mère savait que j'avais, la force que n'avait jamais vue, et je m'assurerai qu'ils paient pour ce qu'ils avaient fait. Pas avec des cris, pas avec de la violence, mais avec la même froideur calculée dont ils avaient essayé de se servir pour m'éliminer. La guerre était déclarée et même si mon corps était brisé, mon esprit, pour la première fois, était prêt pour la bataille. Une semaine après ma sortie, mes vêtements sentaient encore l'hôpital. Chaque respiration profonde s'accompagnait d'une douleur, un rappel physique de ma fragilité, mais mon esprit était clair. Mon oncle Matteo me prit chez moi et m'emmena dans un immeuble de bureaux au centre-ville. L'enseigne en laiton sur la porte disait « Moral et associé, avocat ». Le bureau du licencié Moral était exactement comme on pouvait l'imaginer. Des étagères pleines de livres reliés en cuir, un bureau en acajou massif et une légère odeur de café et de papier ancien. C'était un homme âgé, aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants mais rusés, derrière des lunettes à monture fine. Il avait été l'avocat de ma grand-mère pendant plus de 30 ans. « Mademoiselle Amalia », dit-il en se levant pour me serrer la main. Sa poignée était ferme. « Je suis heureux de vous voir rétabli. Votre grand-mère vous aimait immensément. » Mon oncle Matteo s'assit à mes côtés. Sa présence était un rocher silencieux de soutien. L'avocat reprit place, mit ses lunettes et ouvrit un dossier épais sur son bureau. « Votre grand-mère aînée était une femme très sage et prévoyante, » commença-t-il, son ton devenant sérieux. Elle a laissé des instructions très précises dans son testament. Des instructions qui, vu les circonstances récentes, me paraissent prophétiques. Mon cœur accéléra. L'avocat sortit un document, le testament officiel, scellé et signé. « Allons droit au but, dit-il. Elle vous laisse, Amalia, comme unique et universelle héritière de tous ses biens. » Il fit une pause, laissant le temps aux mots de s'imprimer. Cela inclut son compte d'épargne, ses effets personnels et, bien sûr, la propriété de la rue des Fresno. Je sentis un nœud dans ma gorge. La maison, mon sanctuaire, était à moi. Je regardai mon oncle, qui m'offrit un petit sourire d'encouragement. Cependant, continua le licencié Moral, et son ton me dit que voilà la partie importante, votre grand-mère a inclus une série de clauses très particulières. Elle a anticipé qu'il pourrait y avoir, disons, des désaccords familiaux. Il sortit une feuille séparée. Première clause, pour prendre possession légale et définitive de la propriété, vous, Amalia, devez résider dans la maison de façon continue pendant une période d'1 an à partir de la date de la lecture de ce testament. Elle doit être votre résidence principale. J'acquiesçai. Cela avait du sens. C'était une façon de s'assurer que je ne vendrais pas la maison impulsivement. Maintenant, dit l'avocat en se penchant vers moi, voici où votre grand-mère a montré son génie. Deuxième clause, l'arme secrète. C'est comme ça qu'elle l'a appelée, pas moi. Cette clause stipule que si un membre de la famille directe vos parents, Rogelio et Martha, ou votre sœur Brisa engage une action en justice pour contester ce testament. Il leva un doigt pour souligner, ou s'il peut être prouvé qu'ils ont mené des actions délibérées dans le but de vous harceler, de vous intimider ou de vous empêcher de quelque manière que ce soit de remplir la condition de résidence d'1 an, l'héritage change de main. Je restai bouche bée. Change de main. À qui? Le licencié Moral sourit pour la première fois, un vrai sourire d'admiration. Dès que cette condition est violée, vous, Amalia, perdez l'héritage, et la totalité du patrimoine y compris la maison, le compte d'épargne et un portefeuille d'investissement dont votre famille n'a aucune idée sera transféré irrévocablement à une organisation caritative. Quelle organisation? Murmurai-je. Le Fonds artistique pour enfants innés, une fondation que votre grand-mère a créée en secret il y a 5 ans, destinée à donner des bourses et du matériel artistique aux enfants défavorisés de la ville. J'en suis l'exécuteur. L'air sortit de mes poumons dans un sifflement. L'éclat de ce plan était écrasant. Ma grand-mère ne m'avait pas seulement protégé, elle avait créé un piège parfait, un piège qui utilisait la propre avidité de ma famille comme appât. Si on me laissait tranquille, j'héritais. Si on m'attaquait, il perdait tout, et l'argent irait à la cause qu'il méprisait le plus, l'art. Ta grand-mère ne t'a pas seulement laissé une maison, ma fille, dit mon oncle Matteo, sa voix pleine d'émotion. Là elle t'a laissé une forteresse et une épée. Eux ne le savent pas.
Ils croient qu'ils doivent seulement se débarrasser de toi pour obtenir la maison. Ils n'ont aucune idée que si jamais ils te touchent, la maison disparaît pour toujours. Le licencié moral referma le dossier. La stratégie est donc simple, vous emménagez dans la maison, vous vivez votre vie et nous attendons. Votre famille, si je la connais bien, ne pourra pas s'en empêcher. Ils essaieront de vous rendre la vie impossible pour que vous abandonniez et partiez. Et quand ils le feront, nous n'aurons qu'à le documenter. Chaque appel menaçant, chaque acte de vandalisme, chaque tentative d'intimidation, ce sera eux-mêmes qui activeront la clause qui les dépouillera de tout. Je sortis de ce bureau en me sentant comme une autre personne. La peur qui m'avait paralysé pendant des années avait été remplacée par une clarté glaciale. Ce n'était plus seulement une revanche émotionnelle, c'était exécuter le plan maître de ma grand-mère. Elle m'avait donné les armes, il ne me restait plus qu'à apprendre à m'en servir. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus comme une victime. Je me sentais comme une stratège. Le lendemain, avec les clés que le licencié moral m'avait données, j'ouvris la porte de la maison de ma grand-mère. Un frisson me parcourut, mais cette fois ce n'était pas de la peur. C'était une sensation de retour, de réclamation. L'air à l'intérieur était vicié et immobile, chargé de poussière et de silence. Il y avait presque un an que personne n'y vivait. La lumière du soleil filtrait à travers les vitres sales, dessinant des rectangles pâles sur les meubles recouverts de draps blancs qui ressemblaient à des fantômes dans la pénombre. L'odeur familière de cannelle et de terre humide avait été remplacée par l'arôme du silence et de l'abandon. Mais en dessous de tout cela, l'essence de ma grand-mère persistait. Elle était dans l'affaissement léger du coussin de son fauteuil préféré, dans la pile de livres sur sa table de nuit, dans la façon dont la lumière tombait sur la cuisine. Ma première action ne fut pas de déballer ma maigre valise, mais de marcher dans chaque pièce en touchant les murs, les meubles, en me reconnectant avec l'espace. Cet endroit était plus que des briques et du ciment, c'était une archive de mes seuls souvenirs heureux. Mais maintenant, cela devait aussi être autre chose. Ça devait être mon quartier général, ma forteresse. J'ai commencé à nettoyer, pas comme une corvée, mais comme un rituel. Enlever les draps des meubles, c'était comme réveiller les esprits endormis de l'endroit. Dépoussiérer les surfaces, c'était comme enlever les toiles d'araignée de mon propre esprit. Laver les sols, polir le bois, nettoyer chaque vitre de chaque fenêtre jusqu'à ce que la lumière inonde la maison. Chaque action était une affirmation. Je suis ici. C'est mon endroit et je ne partirai pas. Mon oncle Matteo est venu cet après-midi-là avec des cartons pleins de produits de nettoyage et un peu de nourriture. Il n'a pas beaucoup parlé, mais sa présence était un immense réconfort. Pendant que je nettoyais, il s'est mis à vérifier les serrures, à ajuster une charnière qui grinçait, à tailler les branches sèches du jardin. Nous étions ensemble en train de reprendre et de fortifier notre territoire. Ce soir-là, épuisé mais avec un sentiment de but que je n'avais pas ressenti depuis des années, je me suis assise dans le fauteuil de ma grand-mère. J'ai ouvert le tiroir de sa table de nuit. À l'intérieur, à côté de ses lunettes de lecture et d'un chapelet usé, j'ai trouvé ce que je cherchais, ses journaux. Il y avait plusieurs cahiers à spirale, avec son écriture élégante et légèrement tremblante de ces dernières années. J'ai ouvert le plus récent. Ce n'était pas un journal d'événements, mais de pensées, de réflexions. Et là, j'ai trouvé une entrée qui m'a glacé la peau. Elle était datée de 2 semaines avant sa mort. Aujourd'hui Amalia m'a appelé. Sa voix sonnait si fragile. Rogelio et Martha la critiquent constamment pour son travail, pour sa façon d'être. Ils ne voient pas la lumière que je vois en elle. Ils ne voient pas sa force silencieuse. Mon plus grand peur n'est pas de mourir, c'est de la laisser seule avec eux. Leur avidité est une cage qu'ils ont eux-mêmes construite brique par brique avec leur orgueil et leur envie. Je prie pour que ma petite trouve la force, non pas pour les combattre, mais pour les laisser s'enfermer eux-mêmes dans leur propre piège. Parfois la meilleure arme n'est pas une épée, mais une clé. Et toi, ma Amalia, tu n'as qu'à tenir la clé et attendre qu'il ferme même la porte de l'intérieur. J'ai refermé le journal. Les larmes coulaient sur mes joues. C'était une lettre depuis la tombe, une dernière leçon de stratégie et d'amour. Tenir la clé. J'ai alors compris la profondeur de son plan. Il ne s'agissait pas que j'attaque, il s'agissait que je résiste. Ma simple présence dans cette maison était l'acte de guerre le plus puissant. Le matin suivant, j'ai passé 2 appels. Le premier à un serrurier. J'ai changé toutes les serrures de la maison, y compris celle du portail du jardin. Le second à une société de sécurité. En quelques jours,
la maison était équipée d'un système d'alarme et de plusieurs caméras discrètes, pointées vers l'entrée principale, la cour arrière et la rue. La forteresse était prête, les murs étaient dressés, les défenses en place. J'avais enlevé la poussière, laissé entrer la lumière et sécurisé le périmètre. Il ne restait plus qu'une chose à faire, attendre que les loups viennent frapper à la porte. Et je savais, avec une certitude absolue, qu'ils ne tarderaient pas. 2 semaines passèrent dans un calme tendu. Je me suis installé dans la maison en transformant une des chambres d'amis en mon studio de design. Le travail était mon encre, une routine qui me gardait saine d'esprit pendant que j'attendais le premier mouvement de l'ennemi, et il arriva, non pas avec un fracas, mais avec la sonnerie du téléphone. C'était ma mère. Amalia, chérie, sa voix était du miel pur, un ton qu'elle n'avait pas utilisé avec moi depuis des années. Ah, comment vas-tu? Tu nous as beaucoup inquiétés. J'ai presque ri. Inquiété. Je vais bien, maman. Je survis. On a appris que tu as emménagé dans la maison de ta grand-mère, dit-elle comme si le mot avait un goût amer. Comme tu es courageuse. Avec cette maison si grande et si vieille. Ça doit être très solitaire. Je vais bien, répétai-je, gardant ma voix neutre. Oh bon, chérie, ton père et moi avons parlé et nous pensons que tu prends une décision très impulsive. Cette maison est une énorme responsabilité. L'entretien, les impôts, ça te dévorera vivante. Ce n'est pas une vie pour une jeune fille. C'était le début, le premier sondage, la première graine de doute qu'ils essayaient de planter. J'ai décidé que c'était le moment de lancer mon propre hameçon. J'ai pris une grande inspiration, en injectant un tremblement volontaire dans ma voix. Je ne sais pas, maman. Peut-être que tu as raison. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. La maison me paraît vide, continuai-je, laissant ma voix se briser un peu. Il y a des bruits la nuit et tout est si vieux. L'autre jour, il y a eu une fuite dans la salle de bain à l'étage. Le plombier m'a coûté une fortune. Tout était un mensonge. Bien sûr. La maison était en parfait état. Je te l'avais dit, s'exclama-t-elle, incapable de cacher son ton de validation. C'est trop pour toi. Tu es une artiste, Amalia, pas une gestionnaire de biens. Tu n'as pas la tête pour ces choses. Je ne sais pas quoi faire, murmurai-je, jouant le rôle de la fille débordée et sans défense qu'ils avaient toujours cru que j'étais. C'est juste que c'est le dernier souvenir de grand-mère. Nous le savons, chérie, et nous respectons ça, dit sa voix, maintenant dégoulinante de compassion feinte. Mais ta grand-mère n'aimerait pas te voir souffrir ainsi. Elle voudrait le meilleur pour toi, et le meilleur, crois-moi, c'est de vendre. Te libérer de ce fardeau. Avec l'argent tu pourrais t'acheter un appartement neuf et joli, voyager, ce que tu veux. Vendre, demandai-je comme si l'idée ne m'était jamais venue. Bien sûr. Et nous pouvons t'aider. Ton père connaît un excellent promoteur immobilier, un homme très sérieux. Il pourrait nous obtenir le meilleur prix. Tu n'aurais même pas à lever le petit doigt. Nous nous occuperions de toute la paperasse, des négociations. Je ne sais pas, hésitai-je, laissant l'hameçon pendre juste devant elle. Réfléchis-y, Amalia. C'est la décision la plus intelligente. Pourquoi ne pas en parler en personne? On peut venir te voir demain, apporter à manger et discuter tranquillement. D'accord, acceptai-je finalement. Demain. J'ai raccroché et je me suis permis un petit sourire sombre. Ils avaient mordu à l'hameçon avec une avidité presque comique. L'idée que moi, l'inutile, la fragile Amalia, puisse être en train de les manipuler était si étrangère à leur univers qu'ils ne l'imagineraient même pas. J'ai préparé la maison pour leur visite, non pas en nettoyant, mais en désordonnant stratégiquement. J'ai mis un seau sous le lavabo de la salle de bain avec un peu d'eau pour simuler la fuite. J'ai laissé quelques cartons à moitié déballés dans le couloir pour donner une impression de chaos et d'oppression. Le lendemain, quand ils sont arrivés, leur visage était un mélange de compassion condescendante et d'excitation mal cachée. Ils ont regardé autour d'eux en hochant la tête, échangeant des regards lourds de messages. Bon là. Elle cède. Ils m'ont bombardé d'arguments sur l'insensé que c'était de rester là. Ils ont parlé de l'insécurité du quartier, des coûts cachés, du travail que cela demandait. Ce fut une prestation magistrale et moi, de mon côté, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai écouté, hoché la tête, soupiré, et finalement,
après 1 heure de leur assaut psychologique, je leur ai donné ce qu'ils voulaient entendre. Vous avez raison, dis-je en baissant les yeux. C'est trop pour moi. Nous devrions vendre. Le regard de triomphe qui traversa le visage de mon père fut si éclatant et effronté qu'il dut détourner les yeux pour le cacher. Ma mère me fit un câlin, un geste froid et calculé. Tu as pris la bonne décision, ma fille, murmura-t-elle à mon oreille. Tu verras, tout sera beaucoup plus facile maintenant. Oui, pensai-je en me détachant de son étreinte. Tout allait être beaucoup plus facile pour moi. Dans les jours suivants, ma famille se bougea avec une efficacité terrifiante. Mon père fixa un rendez-vous avec son promoteur, un certain monsieur Villanueva. Il m'appelait tous les jours, non pas pour savoir comment j'allais, mais pour me mettre la pression. Tu as préparé les papiers de la propriété? Villanueva veut les voir. On peut se voir vendredi pour signer un accord préliminaire. On ne peut pas laisser passer cette opportunité, Amalia. Le marché est à son sommet. J'ai tout accepté. Je leur ai dit que le licencié moral avait les papiers et que toute signature devait se faire en sa présence. À contre-cœur, ils ont accepté. La réunion fut fixée au vendredi à 10 heures du matin au cabinet de l'avocat. Je suis arrivé 15 minutes en avance. Le licencié moral et mon oncle Matteo étaient déjà là. L'avocat a revu le plan avec moi une dernière fois. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient d'anticipation. Mon oncle posa simplement une main sur mon épaule. Ta grand-mère serait très fière de toi, dit-il. Ces mots furent la seule armure dont j'eus besoin. Je me suis assise dans la salle de réunion, une pièce avec une longue table en bois poli et une grande fenêtre donnant sur la ville. J'ai observé leur arrivée. Ils sont entrés comme s'ils étaient les maîtres des lieux. Mon père Rogelio, avec son costume cher et son air d'importance. Ma mère, Martha, avec un sac de créateur et un sourire condescendant. Derrière eux, Brisa, fixant son reflet dans la vitre, ajustant ses cheveux. Et enfin, un homme corpulent au visage rougeau que je supposais être Villanueva, le promoteur, échangea une poignée de main beaucoup trop familière avec mon père. Ils s'assirent en face de moi. Leur regard m'évaluait. Ils s'attendaient à voir la même Amalia qu'avant, la fille timide, facilement intimidée, habillée simplement et les yeux baissés. Mais cette Amalia n'existait plus. J'avais choisi ma tenue avec le soin d'un général préparant son uniforme pour la bataille. Je portais une robe noire simple mais élégante, mes cheveux attachés en un chignon net, et un maquillage discret mais précis. Ce n'était pas une transformation radicale, mais suffisant pour les déstabiliser. Ma posture était droite, mes mains reposaient calmement sur la table. Et surtout, quand ils me regardèrent, je leur rendis le regard directement, sans ciller. Je vis une étincelle de confusion dans les yeux de ma mère, un léger froncement de sourcils sur le visage de mon père. Brisa, elle, ne remarqua rien, trop occupée à envoyer un message. Le licencié moral entra dans la salle, suivi de près par mon oncle Matteo, et s'assit en bout de table. Bonjour à tous, dit-il, sa voix remplissant le silence. Merci d'être venu. Je comprends que nous sommes ici pour discuter de la possible vente de la propriété de feu Madame Iné. Exactement, licencié, se précipita mon père, voulant garder le contrôle. Monsieur Villanueva ici présent a fait une offre très généreuse et Amalia a accepté que vendre est l'option la plus sensée. Il me lança un regard, un ordre silencieux pour que j'acquiesce. Je ne le fis pas. Je restai en silence, observant. Je comprends, dit l'avocat. Il se tourna vers monsieur Villanueva. Monsieur, pourriez-vous nous présenter votre offre formelle? Villanueva s'éclaircit la gorge, sortit des papiers d'une mallette et les fit glisser sur la table. Comme je l'ai expliqué à Rogelio, ma compagnie est très intéressée. Nous offrons une somme généreuse pour un achat immédiat et nous prendrons en charge toutes les démarches, la démolition, tout ce qui est nécessaire. Les démolitions, répétai-je doucement, le premier mot que je prononçai. Tous me regardèrent. Eh bien, oui, dit Villanueva, un peu déconcerté. La structure est vieille. La vraie valeur est dans le terrain. Nous prévoyons de construire un petit complexe d'appartements de luxe. Mon père lui donna un coup de pied sous la table. Ce sont des détails techniques, Amalia. Ne t'en fais pas, dit-il rapidement. Je vois, répondis-je. Je regardai le licencié moral. Il me rendit un regard presque imperceptible. C'était l'heure. Excellent, dit l'avocat en joignant les mains.
Une offre très intéressante. Cependant, avant de procéder à toute signature, il y a quelques documents que j'aimerais que vous examiniez tous. C'est un simple formalisme, bien sûr, pour assurer une totale transparence du processus. Il appuya sur un bouton d'une télécommande et un grand écran accroché au mur s'alluma. L'expression confiante sur le visage de mon père commença à vaciller, remplacée par une ombre d'incertitude. Ma mère se pencha en avant, plissant les yeux, essayant de comprendre ce qui se passait. La partie était terminée. Il était temps de révéler les cartes. Sur l'écran apparut une image statique, le logo du cabinet d'avocat. Le licencié moral s'éclaircit la gorge. En tant qu'exécuteur du testament de Madame Iné, mon devoir est de m'assurer que ses dernières volontés soient respectées à la lettre. Elle a été très explicite dans son désir de protéger le bien-être de sa petite-fille, Amalia. C'est pourquoi elle a inclus certaines sauvegardes. Les visages de mes parents se raidirent. Le mot « sauvegarde » ne leur plaisait pas. Ces derniers jours, continua l'avocat d'une voix calme et méthodique, nous avons recueilli certaines informations pertinentes pour cette réunion. J'aimerais les partager avec vous. Il appuya sur un autre bouton. L'image à l'écran changea. C'était maintenant la vue d'une des caméras de sécurité que j'avais installées, celle qui pointait sur l'entrée principale de la maison de ma grand-mère. L'image était nette, en couleur, avec la date et l'heure dans un coin. La première scène datait d'une semaine. Elle montrait ma mère Martha s'approchant de la maison la nuit, regardant des deux côtés de la rue avant de vider un sac de poubelle directement sur mon porche. Puis elle s'éloignait rapidement. Le visage de ma mère perdit toute couleur. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot n'en sortit. Vandalisme mineur, commenta tranquillement le licencié moral. Une tentative de créer un environnement hostile, désagréable, mais peut-être pas concluante. L'écran changea encore. C'était maintenant la caméra du jardin arrière. Elle montrait mon père Rogelio, frappant délibérément une des fenêtres de l'abri avec un bâton jusqu'à ce que la vitre éclate. Dégradation de biens, continua l'avocat, sa voix comme le scalpel d'un chirurgien. L'intention est plus claire ici, créer un sentiment d'insécurité, faire que la résidente se sente vulnérable. Mon père s'enfonça dans son siège, le visage rouge de fureur et d'humiliation. C'est un montage. Ces images sont truquées. Toutes les vidéos ont été vérifiées par un expert informatique, répondit l'avocat sans broncher. Mais continuons. L'image suivante montrait Brisa. Elle était sur le trottoir, me criant dessus alors que j'entrais dans la maison. L'audio était étonnamment clair. Tu vas le regretter, égoïste. Cette maison devrait être à moi. On va te faire vivre un enfer jusqu'à ce que tu partes. Brisa poussa un cri et se couvrit le visage de ses mains. Le licencié moral fit une pause, laissant le poids des preuves s'installer dans la salle. Le silence était total, seulement brisé par la respiration agitée de ma famille. Villanueva, le promoteur supposé, semblait s'être ratatiné sur sa chaise, regardant mon père puis l'écran avec une expression de panique. Et enfin, dit l'avocat, nous avons les enregistrements des appels téléphoniques, tous obtenus légalement bien sûr, puisqu'ils ont été faits sur la ligne de la propriété en question. Il lança l'audio. La voix de ma mère, pleine de fausse douceur, suivie de ses menaces voilées. La voix de mon père, pressante, intimidante. Chaque mot, chaque mensonge, chaque manipulation exposée à la lumière froide de la salle de réunion. Quand le dernier audio s'acheva, le licencié moral éteignit l'écran, s'adossa à sa chaise et nous regarda tous. Comme vous pouvez le voir, dit-il, il existe un schéma clair et documenté de harcèlement et d'intimidation, conçu dans le seul but de forcer mademoiselle Amalia à abandonner sa résidence, violant ainsi la première clause du testament de sa grand-mère. Et alors, cracha mon père, retrouvant un peu de son arrogance. Un peu de drame familial. Ça ne change rien. Amalia veut vendre. Il me fixa avec fureur. Et dis-leur, Amalia. Dis-leur que tu veux vendre. Je soutins son regard et, pour la première fois de ma vie, je n'eus pas peur. Je sentis du pouvoir. Non, dis-je, ma voix claire et ferme. Je n'ai jamais voulu vendre. Mais tu as dit. Balbutia ma mère. J'ai dit ce que vous aviez besoin d'entendre, l'interrompis-je. Je vous ai donné l'appel et vous avez creusé votre propre tombe avec enthousiasme. Le licencié moral acquiesça. Ce qui nous amène à la deuxième clause, l'arme secrète comme l'appelait Iné. Il se tourna vers mon père.
Rogelio, vous avez mentionné que Monsieur Villanueva était un promoteur, mais je crois qu'il y a eu un petit malentendu sur sa véritable profession. Tous les yeux se tournèrent vers Villanueva, qui transpirait abondamment. Monsieur Villanueva, dit l'avocat, pourriez-vous vous présenter correctement, s'il vous plaît? L'homme s'éclaircit la gorge, son arrogance complètement envolée. Mon nom est Javier Villanueva, dit-il. Sa voix était à peine un murmure. Et je ne suis pas un promoteur immobilier. Je suis un détective privé et le directeur exécutif du fonds artistique pour enfants innés. La mâchoire de mon père se décrocha. Ma mère poussa un bruit étranglé, comme si on l'avait frappé. Villanueva, l'enquêteur, me regarda puis regarda l'avocat. Avec les preuves présentées et en tant que représentant légal du fonds, je confirme que les actions menées par Rogelio, Martha et Brisa constituent une violation directe et incontestable de la deuxième clause du testament. Le licencié moral esquissa un sourire froid et définitif. Merci, monsieur Villanueva. Par conséquent, avec effet immédiat, je déclare que la totalité du patrimoine de feu Madame Inné, y compris la propriété de la rue des Fresno, le compte d'épargne et le portefeuille d'investissement, est transféré en entier au fonds artistique pour enfants innés. Il fit une pause, savourant l'instant. En d'autres termes, messieurs, dit-il en regardant directement mes parents. Grâce à votre propre avidité et votre cruauté, vous venez de tout perdre. La maison n'appartient plus à Amalia, mais surtout, elle ne sera jamais à vous. La réunion est terminée. Le silence qui suivit la déclaration du licencié moral ne fut pas un silence normal. C'était un vide, un trou noir qui avalait tout l'air, tout le son, toute l'arrogance de la pièce. Pendant un instant éternel, personne ne bougea. C'était comme si le temps s'était figé au moment exact de leur défaite. La première à craquer fut ma mère. Son visage, qui était passé du pâle au rouge puis de nouveau au pâle, se contracta dans un masque d'incrédulité et de rage. Elle se leva d'un bond. La chaise grinça violemment contre le parquet. « Non » cria-t-elle, sa voix rauque et aiguë. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est notre héritage. Nous sommes sa famille. » « Vous étiez sa famille », la corrigea le licencié moral avec un calme glacial, « et c'est votre propre fille, la petite fille d'Inné, que vous avez essayé de détruire. » Inné avait prévu cette possibilité et a prévu la loi en conséquence. Mon père, Rogelio, semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. Son corps, d'ordinaire droit et dominateur, était voûté. Il fixait un point de la table, ses mains tremblaient légèrement. L'humiliation était totale. Non seulement il avait perdu la maison, mais il avait été démasqué comme un tyran et un escroc devant un étranger, devant son beau-frère, devant sa propre fille. Sa précieuse réputation, le pilier sur lequel il avait construit toute son identité, venait d'éclater en morceaux. « C'est ta faute », siffla-t-il en se tournant vers moi. Sa voix était un poison doux. « Toi et tes maudits jeux, petite vipère traîtresse. » Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Je restai assise à l'observer et, dans mon silence, il vit son propre reflet. Il vit la cruauté qu'il m'avait infligée pendant des années, renvoyée vers lui, non pas avec de la colère, mais avec un calme qui le désarma totalement. La dynamique de pouvoir s'était inversée de façon si absolue qu'il ne savait pas comment réagir. Il était habitué à mes larmes, à ma soumission. Ma sérénité était un langage qu'il ne comprenait pas. Brisa fut la suivante à éclater. Mais pas de colère, plutôt en un sanglot enfantin et égoïste. « Mon voyage », gémit-elle, ses larmes de mascara coulant sur ses joues parfaitement maquillées. « Papa, tu m'avais promis un voyage en Europe avec l'argent de la maison. Ce n'est pas juste. » Sa plainte était tellement absurde, tellement déplacée face à la gravité de ce qui venait de se passer, qu'elle en devenait presque comique. Elle révélait la superficialité de son monde, la petitesse de ses préoccupations. Même à cet instant, elle ne pouvait pas voir au-delà de ses désirs frustrés. C'est alors que je fis mon seul mouvement. Je me levai lentement, marchai jusqu'à la carafe d'eau posée sur une table d'appoint et me servis un verre. Le bruit de l'eau remplissant le verre fut le seul son dans la pièce. Je bus une gorgée, apaisant la sécheresse de ma gorge. Puis je me tournai vers eux, qui me regardaient comme si j'étais une étrangère, une apparition. « Le choix a toujours été le vôtre », dis-je. Ma voix était calme, mais résonnait dans le silence. Vous pouviez me laisser en paix. Vous pouviez respecter la dernière volonté de grand-mère, vous pouviez choisir d'être une famille. Je fis une pause, mon regard passant de l'un à l'autre.
Mais vous avez choisi l'avidité, vous avez choisi la cruauté, et maintenant voici la conséquence de ce choix. Ce n'est pas ma faute, c'est la vôtre. Je me tournai vers le licencié moral et monsieur Villanueva. Merci pour tout, dis-je avec un léger signe de tête. Puis je regardai mon oncle Matteo, qui me rendit un regard rempli de fierté et de soulagement. Je marchai vers la porte. En passant près de ma mère, elle essaya de m'attraper le bras. « Amalia, s'il te plaît. » Sa voix était désormais une supplication désespérée. « Tu ne peux pas nous faire ça. » J'écartai sa main doucement, sans violence, mais avec une fermeté qui la fit reculer. « Je ne vous ai rien fait, » lui dis-je en la regardant droit dans les yeux. « Vous vous êtes fait ça vous-même. » Et avec ça, je sortis de la pièce, laissant derrière moi les restes de la famille que j'avais autrefois désirée. Je ne ressentis pas une explosion de joie triomphante. Je ne ressentis pas d'euphorie. Je ressentis une profonde paix, une libération. Le poids que j'avais porté sur mes épaules pendant 26 ans, le poids de leur mépris, de leur jugement, de mon besoin d'approbation s'était enfin levé. Je sortis du bâtiment et respirai l'air de la ville, un air qui, pour la première fois, me sembla vraiment libre. Dans les mois qui suivirent, la chute de ma famille ne fut pas un seul événement, mais un lent et douloureux effondrement, comme un immeuble qui s'écroule au ralenti. Je n'y participais pas, je n'en eus pas besoin. Je me contentais d'observer de loin, comme on lit les nouvelles d'un pays étranger. Les répercussions de cette réunion au cabinet de l'avocat se répandirent comme des vagues dans un étang. Monsieur Villanueva, en tant que directeur du fonds caritatif, lança les procédures légales pour prendre possession des biens. La maison de ma grand-mère fut officiellement transférée. Le compte d'épargne et le portefeuille d'investissement, dont la valeur s'avéra bien plus élevée que ce que quiconque imaginait, passèrent aussi au fond. La nouvelle que Rogelio et Martha avaient perdu un héritage considérable à cause de disputes familiales se répandit dans leur cercle social comme une traînée de poudre. Pour des gens comme eux, qui vivaient des apparences, l'humiliation publique fut un châtiment pire que la perte financière. Mon père, dont l'entreprise dépendait en grande partie de sa réputation et de ses contacts, commença à voir les portes se fermer. Les associés devinrent distants, les clients annulèrent leurs contrats. Son château de cartes, construit sur l'arrogance et une fausse image, se mit à vaciller. Un jour, en naviguant sur Internet, je vis un titre dans un journal économique local. Il parlait d'une enquête pour fraude dans l'entreprise de mon père, liée à des factures gonflées et à un détournement de fonds. Apparemment, la perte de l'héritage l'avait laissé dans une situation financière précaire et, dans son désespoir de maintenir son train de vie, il avait commis des erreurs. L'enquête était partout. Son nom et sa photo y figuraient, visibles par tous. Brisa, je la vis une fois en personne. Je sortais d'un café du centre-ville quand je la vis derrière le comptoir, en train de prendre une commande, avec une expression de profond ressentiment sur le visage. Elle portait un uniforme qui ne lui allait pas et ses cheveux, d'ordinaire impeccables, semblaient négligés. Nos regards se croisèrent une fraction de seconde. Dans ses yeux, il y avait un mélange de haine pure et d'une étrange supplique pathétique. Je détournai les yeux et continuai mon chemin. Son voyage en Europe s'était transformé en un service de 8 heures à faire mousser du lait. L'ironie était presque poétique. Le coup final fut de voir une pancarte, à vendre, devant la maison où j'avais grandi. La pression financière était devenue insoutenable. Ils avaient dû vendre leur propre foyer pour payer les dettes et les avocats. La maison qui avait été le théâtre de tant de malheurs, la cage dorée où ils m'avaient fait me sentir étrangère, appartenait désormais à d'autres. Je ne ressentis pas de joie en voyant leur ruine, mais je ne ressentis pas non plus de peine. Je ressentis une sorte de justice impersonnelle, karmique. Ils avaient passé toute leur vie à courir après l'argent, le statut et le pouvoir. Et dans cette quête, ils avaient sacrifié la bonté, la compassion et leur propre fille. Maintenant, il ne leur restait rien. Seulement les cendres de leur orgueil et la compagnie toxique l'un de l'autre. Leur avidité ne leur avait pas seulement coûté un héritage, elle leur avait coûté tout. Aujourd'hui, le soleil de l'après-midi inonde la fenêtre de mon atelier. Ce n'est plus la chambre d'amis de la maison de ma grand-mère, c'est mon espace, un lieu rempli de lumière, de couleurs, de vie. Mes dessins et croquis couvrent un des murs. Sur l'autre, pendent des aquarelles que j'ai recommencé à peindre, seulement pour moi. La maison n'est plus légalement à moi, mais j'ai conclu un accord avec le fonds. Ils me permettent d'y vivre comme gardienne honorifique, en veillant à ce que l'héritage de ma grand-mère soit préservé. En échange, je donne des ateliers d'art gratuits pour les enfants boursiers du fonds le week-end. Le jardin,
qui était négligée, a recommencé à fleurir sous mes soins et ceux de mon oncle Matteo. Les bougainvilliers sont plus éclatants que jamais et les colibris sont revenus. Souvent, nous nous asseyons sur le porche arrière en buvant du café, parlant de tout et de rien. J'ai trouvé en lui la figure paternelle que je n'ai jamais eue, et lui a trouvé en moi la fille qu'il avait toujours voulu. Nous avons construit notre propre famille sur les ruines de celle qui avait presque réussi à me détruire. Parfois je pense à eux. Je me demande où ils vivront, ce qu'ils feront, mais ces pensées sont fugitives, comme des nuages qui passent dans un ciel clair. Ils n'ont plus de pouvoir sur moi. Leur souvenir ne me fait plus souffrir, seulement une lointaine et mélancolique indifférence. J'ai compris que ma vengeance n'a jamais été de les détruire. Je ne les ai pas détruits. Je leur ai simplement mis un miroir devant eux, et ils se sont brisés en 1000 morceaux, incapables de supporter leur propre reflet. Ma véritable victoire n'a pas été de les voir tomber, mais d'apprendre à me relever. Je regarde une photo de ma grand-mère innée que j'ai sur mon bureau. Elle sourit. Ses yeux brillent derrière ses lunettes. Je sens qu'elle peut me voir et qu'elle est en paix. J'ai honoré sa mémoire non pas avec de la haine, mais en construisant une vie dont elle serait fière. Une vie pleine d'art, de but et d'une paix que je croyais ne jamais connaître. Eux disent que j'ai ruiné la famille pour une maison. Moi je dis que je leur ai seulement tendu le miroir qu'ils refusaient de voir. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce moi la mauvaise? Merci d'avoir écouté mon histoire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines histoires. On se voit dans les commentaires.